Salut à vous, mon tentacule. Aujourd'hui, on voit Yami Monogatari, un supplément pour l'Empire des Cerisiers. Déjà, comme vous pouvez le voir de suite, on n'est plus dans le thème rose et blanc, mais dans blanc et noir, car dans Yami, on se propose de voir le royaume de la déesse de la mort, ni plus ni moins. Donc, c'est toujours chez Arcane Asylum Publishing. 96 pages, 30 euros, en dur, avec un peu de couleur, mais quand même beaucoup de thèmes. C'est pas du vrai noir et blanc, hein. Mais voilà, on garde quelques crayonnés habituels d'Akai dans les illustrations. Il y a donc une offre à 30 balles le bouquin seul, et une offre à 50 balles avec le bouquin, le petit tiré à part de la DS. Voilà, j'essaie de ne pas vous mettre de reflets. Et l'écran alternatif, l'écran du royaume de la mort, que vous devez pareil pas voir des masses, hein, on va éviter les reflets. Bon alors, côté joueur, il y a une autre illustration, côté MJ, c'est exactement les mêmes tables. Donc si vous vous mettez à l'Empire des Cerisiers, ça peut être intéressant de prendre ce supplément et le livre de base, et sinon vous faites bien comme vous voulez, ça va dépendre de votre budget. Voilà, voilà. D'ailleurs, on va le dire tout de suite, selon moi, si vous vous mettez à l'Empire des Cerisiers et qu'il ne doit rester qu'un supplément, je pencherai pour celui-là. Pourquoi? Parce qu'on a trois suppléments. Un recueil de scénarios, un recueil de lieux avec des intrigues, et un gros truc sur du background complémentaire. Donc il me semble que le background complémentaire est un tout petit peu plus important. Mais honnêtement, ça va dépendre de, voilà, de la manière dont vous jouez, hein. Est-ce que vous voulez des lieux prêts à l'emploi? Est-ce que vous voulez des scénars tout faits? Ou est-ce que vous voulez du background de fond? D'ailleurs, il n'y a pas que du background, hein. Il y a aussi une mini-campagne en deux gros scénars qui font écho, c'est des scénars qui font écho à un des scénars du livre de scénario. Moi, je commence déjà à me disperser. Donc, un supplément indispensable pour les amoureux du background, avec une bonne nouvelle pour ceux qui ont peur quand le background il y en a trop, c'est un background bien synthétique. Voilà, on n'est pas noyé sous des flots et des flots d'informations. On a en fait plusieurs sections. On a une grande présentation de la généralité du goût du royaume de la mort, de la déesse de la mort, le royaume des ténèbres, c'est-à-dire du Yomi, on va utiliser les bons termes. On a les présentations des PNJ majeurs, à savoir par exemple la déesse de la mort et certains de ses puissants serviteurs. On a aussi une présentation de PNJ à échelle plus humaine, certains clans, certains ordres. On a aussi un passage sur les rituels religieux, plus précisément les rituels funéraires de l'Empire des Cerisiers. C'est la thématique du supplément, hein. Et on a donc une grosse campagne. Donc le BG en tout, si on met tout dans une même pochette, ça me fait 56 pages. Et les scénarios, il y en a deux qui font une mini-campagne, font 32 pages. C'est des scénars donc qui font écho au Chant des papillons, qui est un scénario du recueil des scénarios. C'est une thématique un peu redondante. On a la même problématique en fait qui réapparaît. C'est le même auteur. Vous pouvez soit effectivement donc le jouer en tant que prolongation des problèmes qui ont été abordés et touchés du doigt dans le premier scénario, ou vous pouvez le jouer de manière totalement indépendante. Vu les choix qui sont laissés en fait au PJ et certaines possibilités du scénar, moi je l'ai pas encore fait jouer, et ça me donne plutôt envie en fait de le faire avec des persos exprès faits pour. Voilà, après bon, vous faites exactement comme vous voulez, hein. Et puis voilà, donc je recommence cette vidéo parce que dans la première j'en ai beaucoup trop dit du background, parce qu'effectivement, un des intérêts et une des avancées, bon, il y a deux grosses avancées en fait qui vont être notables. Déjà, c'est qu'on va avoir donc le goût du Yomi, mais du point de vue du Yomi et de ses serviteurs. À savoir qu'on n'est plus dans oulala, le Yomi, c'est le royaume du mal, c'est le royaume de la mort, boubou, ils sont tous sales. On est dans quelque chose de beaucoup plus subtil. À savoir que la propagande impériale de l'Empire et la manière de voir qui ont été imposées par l'empereur et les rois dragons, on est dans une dichotomie quand même bien mal. L'Empire c'est le bien et l'Yomi c'est le mal. Avec ce supplément, il y a quelque chose de shintoïste qui est introduit, au sens où la mort n'est plus vue comme le grand tabou de l'Empire. Enfin, ça reste le grand tabou de l'Empire, mais voilà, on a la vision de l'autre côté. Et c'est une mort qui est vraiment reliée au cycle karmique, reliée au cycle de vie. Donc c'est plus du tout l'Empire du mal, loin de là.
le livre insiste plusieurs fois, la déesse n'est pas le mal en soi, c'est pas la déesse du mal. Ah, ça c'est important de bien le préciser. D'ailleurs, on a donc cette déesse, hein, elle s'appelle Izanami. On a son histoire. On voit bien aussi à quel point elle a un côté très féminin et puis épouse bafouée, et qu'elle a certaines petites raisons d'être en colère contre l'Empire. Ensuite, pour ne pas en dire trop, donc voilà, déjà, précisons bien. Ce qui va être décrit, on va voir le Yomi dans son ambiance générale. Donc là-dessus, je vous l'ai dit, ce qui est important aussi dans ce topo général, c'est qu'on va vous donner le goût et qu'on va sortir un petit peu du manichéisme que pouvait porter la propagande impériale. Après, on a les PNJ majeurs, avec effectivement Izanami qui est abordé, son château, ses serviteurs très puissants. Qu'est-ce qu'on va nous avoir d'autre aussi? Dans les PNJ, on va avoir donc des PNJ, comme je vous le disais, à échelle plus humaine. On va avoir une présentation d'un cadre de jeu spécifique du Yomi, à savoir une cité. On va avoir des conseils pour faire jouer tout ça, aussi bien faire intervenir des êtres liés au Yomi qu'avoir des personnages liés au Yomi. Et donc effectivement, ce qui était avant le camp du mal, maintenant c'est officiellement jouable. Voilà. Et vous pouvez tout à fait jouer quelqu'un qui est touché par le Yomi ou qui est d'une certaine manière un de ses serviteurs sans du tout être un tordu psychopathe. Et il y a des monstres dans le Yomi, il y en a même beaucoup, il y a des âmes très torturées, mais ce n'est pas, voilà, ce n'est pas le royaume du mal. D'ailleurs, en parlant de ce que n'est pas aussi le Yomi, une petite confusion pour nous les occidentaux quand on se dit oh, c'est le royaume de la mort, machin, c'est pas l'enfer ou le paradis. Quand vos PJ meurent, ils vont pas là-bas. Voilà. L'âme va ailleurs, elle va rejoindre les Kami, les ancêtres. C'est pas si vous voulez, c'est l'empire de la déesse de la mort, mais c'est pas le lieu qui accueille les âmes mortes. Par contre, certains de ses serviteurs sont immortels. Ça reste la déesse un petit peu de la mort. Et elle a un tout petit peu quand même de pouvoir sur la question. Toujours dans la série le Yomi, et puis on va commencer à pénétrer du coup dans le background secret, on apprend aussi qu'Izanami n'est pas à l'origine du Yomi, qu'elle s'en est emparée après sa mort céleste, et donc il y a des petites choses qui sont placées au niveau de qui c'est qui était qui est devenu le boss qui était là avant, et en fait c'est un supplément qui au niveau background va vous brosser vraiment un décor général du Yomi pour le rendre jouable, mais qui va aussi vous introduire, à mon sens, sûrement pas mal de choses qui vont être des fusils de Tchekhov, qui vont être des pièces de puzzle qui vont revenir. Par exemple, effectivement, il est abordé la question des anciens propriétaires divins du Yomi. Il a abordé quoi aussi de pas mal au niveau des secrets. On a le coin de Kin Shikoku, qui est un gros tabou impérial que voilà, vos PJ n'ont pas allé traîner là-bas, où on commence à voir certains secrets c'est du secret divin qui sont liés à ce coin-là. On a le clan Mononobe aussi voilà, qui est abordé, qui est un clan de gens qui vivent dans l'Empire, mais qui ont gardé certains rituels anciens et qui ne sont pas en rejet face à Izanami. Et donc du coup, il y a aussi certaines de leurs vérités à eux. Donc là, on est sur du culte secret et de la vérité interdite. On a les Yami no Karyudo. Alors ceux-là, c'est assez sympa, puis je pense qu'on va en entendre parler. C'est en fait des combattants anti-Yomi, mais pré-impériaux. Et là, on va être dans des thèmes de trahison impériale, de guerre secrète et d'intrigue politico-faction. Étrangement, eux, ils sont bien fait massacrer la gueule par une autre faction de l'Empire, et l'empereur a pas du tout levé son petit doigt, alors que l'empereur, son ennemi principal, c'est quand même vraiment le Yomi. Hein. Il fait un peu une fixette dessus, et du coup, ça se demandait pourquoi il n'a pas gardé de fiers combattants de ses ennemis jurés. Au passage, dans les intrigues, on voit réapparaître les chasseurs de Lucioles, qui sont une faction qui commence à apparaître quand même un petit peu à chaque supplément, on a leur nom un petit peu quelque part, donc bien intéressant. Et puis voilà, donc je vais essayer de pas trop en dire, hein, contrairement à la première vidéo que j'ai faite, soyons concis. Dans les choses jouables aussi pour vos joueurs, on va voir toute une page qui est consacrée au Yami no Kishi. Ouais, j'ai pris des petites notes pour pas écorcher les noms, qui sont donc en fait les lieutenants de l'Empire de la déesse de la mort, les lieutenants d'Izanami, qui sont des humains immortels qui se baladent librement dans l'Empire et qui sont jouables. Vous allez me dire, ouais, mais du coup, je vais être obligé d'avoir un groupe complètement dark qui vont être complètement opposés à toutes les valeurs qu'on avait avant.
Eh ben non, voilà. Pour les possesseurs de Yami, pour ceux qui se demandent est-ce que je veux l'acquérir pour mes campagnes de l'Empire du Cerisier, ce qui est intéressant, si maintenant on a une vision un peu plus shintoïste avec les anciennes traditions, celles que l'empereur il a un peu fait, non, non, ça on fait plus, à savoir que le mal absolu, le bien absolu, ça n'existe pas, il y a le cycle karmique, il y a la notion un peu Izanami, ça va être la représentante du renouvellement. Il y a des tribus qui la vénèrent comme une déesse de vie, parce que la mort est liée à la vie est liée à la mort, c'est une déesse du cycle. Quand l'empereur, il va symboliser l'éternité, l'immuable, ce qui ne peut changer, voilà. C'est moi l'empereur sur mon trône, jamais je n'abdiquerai. Et du coup, on n'a pas une opposition bien et mal qui est en train de s'installer, on a une opposition, non pas chaos et loi, mais le cycle karmique, le cycle de la vie et de la mort, contre l'immuable et l'éternité, ce qui refuse le changement. Le changement contre la stagnation. Donc ça peut être assez intéressant conceptuellement parlant de jouer avec tout ça, surtout que sans monter aussi loin voilà, dans les délires conceptuels, on peut tout à fait avoir un groupe de PJ avec des méga balèzes de Yamino Kishi, et puis des joueurs méga balèzes classiques, parce qu'effectivement, on a l'apparition, on nous remet sur le devant de la scène, les frères Magatsui, j'arrive à le dire sans dire des bêtises, donc les frères Magatsui, quelque part, c'est s'il doit avoir les dieux du mal, c'est eux. C'est des gros fouteurs de merde qui amènent la mort, la catastrophe, qui ne semblent pas être des serviteurs justement d'Izanami, et contre qui l'empereur n'a pas l'air de faire grand-chose. Donc là, en fait, vous avez un petit peu un ennemi commun à la fois du Yomi et de fiers héros qui défendent les populations de l'Empire contre ce qui les tue et puis ce qui les corrompt. Et du coup, vous avez un petit peu, voilà, grâce à ces antagonistes, vous avez une raison d'unir des persos qui, sortis de ça, à un moment, ça pourrait poser problème. Même si justement, on voit bien que tu peux jouer complètement autre chose que des psychopathes, que des fois Izanami, elle demande un service à ses lieutenants une fois par siècle, et donc tu peux tout à fait jouer pendant toute ta campagne ce personnage sans que ça vienne sur le devant de la scène. D'un autre côté, pourquoi jouer un personnage lié au Lyomi si c'est pour jamais en parler? Voilà. Donc là, on a l'occasion en fait de créer du secret dans le groupe, d'un moment le dévoiler, sans pour autant que le groupe éclate et s'entretue, mais pour aller plus précisément vers voilà, des scènes de roleplay, genre bah ouais, je suis un serviteur de la mort, mais tu vois, j'ai mon histoire, machin, c'est malgré moi, ah, toi t'es un gentil, tu veux sauver de l'humain, et t'as vu en fait là-bas, il y a des gros trucs bien divins, bien méchants, qui font de la grosse magouille pour tuer plein d'humains. Et si on s'alliait pour aller sauver nos frères humains? Et voilà, enfin, c'est servi sur un plateau. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, il me semble que j'ai fait le tour. Des choses visibles. J'attirais aussi votre attention sur les illustrations de pages 28 et 50, qui sont des représentations de la féminité monstrueuse, Izanami en tant que déesse de la mort, mais aussi en tant qu'épouse bafouée. Izanami, avec notre prisme de culture occidentale 21e siècle, on est un petit peu sur la maltraitance conjugale. Voilà, quand tu sais son histoire, tu c'est con pour elle. C'est devenu une grosse déesse caractérielle qui veut régler son problème en anéantissant tout le monde, mais quelque part, elle n'est pas devenue comme ça pour rien. Et c'est là que c'est aussi assez intéressant. Voilà, les origines du problème ne sont pas tous les torts sont chez Izanami. Donc c'est assez intéressant. Et c'est une déesse, du coup, très, très féminine. Les ténèbres sont bien féminisées. Et les deux monstres qui sont page 28 et page 50 portent justement ce côté féminité, mais assez monstrueuse, avec même une vulve cachée dans le dessin, page 28. Ouh là là, Kay, il a osé. Et puis voilà, alors hop, j'ai bien fait le tour de toutes les choses qui étaient abordables sans en dire trop. Oui, je crois que je n'ai rien oublié. Donc on va s'arrêter là, mais mon avis général, tout simplement, c'est que c'est non pas le meilleur en termes qualitatifs, parce qu'en fait on reste à l'Empire des Cerisiers est une gamme sacrément qualitative, mais pour un amoureux du background comme moi, c'est le meilleur au sens, c'est celui qui donne le plus de pièces de puzzle de ce qui semble être des secrets qui se révèlent, c'est celui qui va donner aussi un contre-champ tout simplement à la culture dans laquelle baignaient nos personnages jusqu'à présent, parce qu'on a un peu voilà, la vie et la vision des autres. Et puis en cela, c'est intéressant. Je déteste avoir ce petit sentiment que j'oublie quelque chose, mon Dieu, un sentiment d'oublier quelque chose. Bon, tant pis, hein, on va pas tergiverser 15 millions d'années. Je suis sûr que j'ai oublié un petit quelque chose qui était noté.
Tant pis, on le mettra dans les commentaires si ça revient. En tout cas, oui, bonne découverte à vous. C'est vraiment un très très bon supplément. Ça augure quelques petites magouilles et choses qui ont l'air de se tisser pour la gamme. Donc ouais, voilà, j'ai qu'une chose à dire. Bonne découverte à vous. On attend le prochain. A priori 2022, on devrait avoir du supplément. J'espère qu'on continuera dans ce niveau qualitatif relativement irréprochable et que toutes ces petites choses qui se mettent en place depuis un petit moment, parce que bon, on avait des petites choses teasées, que ça sentait le secret dans les suppléments d'avant. Là, on avance d'un cran et on sent qu'il y a des choses encore à découvrir et que tout n'a pas été dit, loin de là. Donc, bonne découverte à vous, bonne lecture, et voilà, mangez pas dans le Yumi, il faut pas, c'est pas bien.